BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur BFM Business et vous faites bien. C'est Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est là chaque soir du lundi au jeudi. Et pour terminer cette semaine, regardez, nous sommes ici à Marseille. Si vous êtes avec nous à la télé, c'est écrit derrière nous. Nous sommes dans ce rendez-vous, dans ce lieu incroyable, l'Orange Vélodrome, au cœur de Marseille, à l'occasion de l'AIM. On célèbre ici les startups marseillaises, françaises, mais aussi internationales, à l'occasion de ce CMA-CGM Startup Awards, organisé à la fois par La Tribune et BFM Business. Avec au sommaire de ce Tech & Co ce soir, dans un instant, le débrief de l'ActuTech, avec Amélie Charnet, qui est journaliste à la rédaction de La Tribune, mais aussi Anthony Morel et Frédéric Simotel, que vous connaissez. On va parler entre autres d'une étude très intéressante sur l'intelligence artificielle utilisée par les Français, riche d'enseignements. On va en parler dans quelques instants. Et puis après, je recevrai Anne Bouvreau, qui est un peu la madame IA du gouvernement. On reviendra sur le bilan de ce sommet de l'IA qui avait été annoncé au début de l'année. Où en sommes-nous des 109 milliards d'investissements? On fera le point. Et puis je recevrai le nouveau patron de la start-up H, qui, rappelez-vous, avait levé 220 millions d'euros il y a quelques années de cela, qui a subi quelques turbulences, mais qui revient sur de bons rails. Son patron nous expliquera un petit peu la genèse de H et ce que ça va faire en termes d'intelligence artificielle. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne. Bienvenue à Marseille, c'est parti. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co donc depuis le stade Vélodrome. Ce soir, très heureux d'être ici à Marseille, ville sublime avec ce stade incroyable. Et on va parler évidemment d'IA et de tech comme chaque soir. Nos invités, vous les connaissez pour ce débrief qui va durer une petite heure. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Charnet. Salut Amélie. Salut. Journaliste à La Tribune, spécialisée dans les télécoms, dans la tech. La Tribune qui, dorénavant, vous le savez, est le cousin de BFM Business et de notre groupe. Il y a aussi Frédéric Simotel ce soir. Salut Fred. Bonsoir à tous. Bonsoir François. Qui est plus qu'un cousin, qui est un petit frère ou un grand frère. Presque un régional de l'étape, né à Salon de Provence. Exact, Salon de Provence en plus. Mais attention, en Bretagne. Salon de Provence, c'est pas Marseille. Hein. Ouais. Attention, ouais, attention. c'est pas loin. Et puis il y a Nantes aussi qui est, oui, c'est ça. représenté Rien un à petit voir, peu plus pour le loin. coup, vraiment, Ah bah si, les grands ports de France. Salut François. C'est salut Anthony tout le monde. Morel. Merci d'être là Anthony. Bah, Quel avec plaisir plaisir. de te retrouver dans Tech & Co. Écoute, plaisir partagé. Franchement, ça c'est cool. Et on va débriefer l'actu de ces dernières heures. Alors déjà, un mot quand même. La raison de notre présence ici, c'est que on est à la 2e édition des CMA-CGM Startup Awards, grand rendez-vous. Alors, j'allais dire, qui se déroule à Marseille, mais qui est d'envergure, Fred, presque international, parce qu'il y a des représentants de la tech venus du monde entier ici. Vous le verrez dans Tech & Co, on va recevoir des invités exceptionnels dans les heures et les jours qui viennent. Toi aussi, d'ailleurs, dans Tech & Co Business. C'est le cas aussi d'Anthony Morel. C'est un rendez-vous qui prend de l'ampleur d'année en année. On en est à la 2e édition. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on parle d'IA dans des secteurs assez intéressant, la logistique, le transport, la santé, les médias aussi, puisque rappelons-le, cet événement est organisé par CMA-CGM, qui est l'actionnaire en fait de RMC BFM. Hein. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux événements. Hein. Il y a l'événement AIM, qui est vraiment la série de conférences, de tables rondes assez classiques, mais comme tu l'as dit, avec beaucoup d'invités prestigieux pour parler de tous ces sujets. Et puis, c'est CMA-CGM Awards, donc dans ces domaines de transport, logistique, des médias, où là, il y a une 60aine de startups qui passent. Et puis, on va en avoir. Enfin, si vous regardez nos antennes en replay, en podcast, vous allez retrouver toutes ces voix, enfin ces startups. Et puis, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a vraiment des profils dans tout le panel de cette conférence. Vous allez voir au fil de nos émissions, on a des fournisseurs évidemment, mais on a aussi des témoignages. On a Total Energy, on a les laboratoires Servier qui passent aussi, on a Airbus. Voilà, des gens qui viennent témoigner de la mise en œuvre de l'IA chez eux. Voilà, très intéressant, bien sûr. Évidemment, on va recevoir beaucoup de startups. C'est le cas, toi aussi, tu en as reçu pas mal le matin sur BFM Business. Oui, parce que dans tous les domaines, enfin dans des domaines spécifiques. Dans plein de domaines. En fait, je trouve que ce qui est intéressant avec ce genre d'événement, c'est qu'on prend le temps de se poser sur les grands enjeux de l'IA, parce que l'IA, on en parle tous les jours à l'antenne en s'appuyant sur l'actualité, et Dieu sait qu'elle va vite, l'actualité dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais là, on a à la fois des tables rondes et puis des émissions ici sur ce plateau sur l'IA à la santé. Tout à l'heure, on avait une émission Les Experts de l'IA sur l'IA et la création
création artistique, par exemple. Ça, c'est un sujet sur lequel on prend pas forcément le temps. On dit ah bah oui, là il y a un truc incroyable. Tu as vu cette chanson qui a été générée par une intelligence artificielle et puis ça a généré une polémique. Mais là, on s'est réunis avec. J'avais un réalisateur IA qui nous a expliqué un peu comment lui il avait mis l'intelligence artificielle au centre de son processus créatif. Tu avais des startups qui commençaient à utiliser l'IA pour permettre aux gens de dialoguer avec des œuvres d'art. Tu vois, tu discutes avec un tableau et tu as l'impression d'être en train de discuter avec le peintre quasiment. Donc voilà, il y a plein de choses, plein d'initiatives et c'est intéressant, je trouve, de prendre le temps de se poser et de réfléchir en fait à tous les bouleversements qui sont générés par cette révolution technologique. Voilà, et juste après Tech Co, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une émission spéciale, toujours réalisée depuis ici, l'AIM, en collaboration avec la Tribune, mais on va en parler dans un instant avec Amélie. Et on parlera entre autres d'une boîte incroyable qui s'appelle Biosense Tech et qui essaie de détecter des cancers avec l'odorat. Parce qu'il faut savoir que les chiens, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là, les chiens arrivent à détecter, grâce à leur odorat, qui est un super odorat, arrivent à détecter des maladies. Et en fait, le fondateur de la start-up qu'on recevra tout à l'heure essaie de, grâce à l'intelligence artificielle, de récupérer ces données-là pour essayer de trouver un capteur qui puisse, comme le chien, détecter des maladies. Un nez électronique, quoi. Ouais, c'est dingue. Donc je vous invite à nous suivre après à 21h. Tu as des chiens d'assistance aujourd'hui pour les gens qui sont épileptiques et qui Exactement. Quand on voit des chiens d'accompagnement, c'est pas forcément pour les aveugles, ça peut être pour des gens qui ont certaines maladies et que le chien est capable de détecter par des ondes, de l'odorat, etc. Voilà, dans un instant, on va commenter toute l'actualité de ces dernières heures. Mais un mot, donc, événement important pour la Tribune, qui organise évidemment, Amélie, et puisque tu es journaliste à la Tribune, cet événement, c'est la 2e année. Tout à fait. Et alors, on a plein de tables rondes. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on ne se contente pas de dire l'IA, c'est génial. On affronte aussi les réalités et les éventuelles conséquences négatives qu'il pourrait y avoir, par exemple, sur l'environnement. Donc, ce n'est pas du technosolutionnisme BA. C'est vraiment, on regarde, est-ce que c'est possible d'avoir vraiment une souveraineté en Europe en matière d'IA? Est-ce qu'on peut dépasser ces problèmes environnementaux? Moi, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir du débat. Et de regarder les pour et les contre. Très bien. Dans l'actu, alors on a plein de sujets hyper intéressants. On va commencer par Anthony, cette étude que tu as commentée déjà sur BFM Business, mais je voulais qu'on revienne dessus parce qu'effectivement, là, on parle de l'IA et c'est un sujet intéressant. C'est la manière dont les Français ressentent l'IA. Et il y a des informations qui sont très, 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 comment dirais-je, qui nous font apprendre des choses. Ouais. Et qui sont enthousiasmantes, j'allais dire. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est un baromètre. Alors qu'on est aussi dans un climat où l'IA provoque beaucoup de méfiance. Bien sûr, exactement. Et en plus, alors, moi, je m'attendais, je vais te dire, c'est un baromètre en fait qui est réalisé par Kantar pour BFM Business tous les 6 mois. Donc, on a une sorte comme ça d'analyse de l'adoption de l'IA par les Français et de leur perception de l'IA. Et ce qu'on voit, c'est que contrairement à ce qu'on a toujours l'image des Français un peu ronchons, râleurs, je veux pas y aller, etc. Mais non, en fait, vraiment, ils sont enthousiastes, ils ont envie d'y aller, ils sont curieux par rapport à l'intelligence artificielle. Et ça se ressent dans les chiffres. Je vous en donne quelques-uns. Ce que dit ce baromètre, c'est que, alors déjà, sur la connaissance, il y a 88% maintenant des Français qui ont au moins entendu parler d'IA générative. Donc voilà, à part à vivre dans une grotte maintenant, on sait tous à peu près ce que c'est, d'accord? Mais il y a 60% de Français qui ont déjà utilisé l'IA, 60%. Et ça, c'est quand même considérable quand on se compare. Il y a des études similaires qui ont été menées aux États-Unis, par exemple. Ils sont à 40%. Donc c'est te dire... Donc il y a une adoption qui est beaucoup plus rapide. Exactement, au moins les gens tentent. Alors après, est-ce que ceux qui l'utilisent très régulièrement sont aussi nombreux? Probablement pas évidemment, mais en tout cas, ils ont commencé à jouer avec, à apprivoiser ces outils-là. Alors le grand gagnant, c'est ChatGPT, sans surprise, on s'en doute un petit peu. Et de loin, non, j'imagine. Et de loin, ça doit être de l'ordre de 47 ou 49%. Derrière, tu dois avoir Gemini. Parce qu'ils sont dans Android, donc forcément, c'est un petit peu plus facile aussi. Et Mistral, j'allais dire, malheureusement, arrive très loin derrière, autour de 7%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la typologie. Donc ce qu'on voit, c'est que le public aujourd'hui est encore plutôt masculin. On est à 64% d'hommes, CSP+, majoritairement. Et alors les jeunes, c'est le chiffre qui m'a fait le plus halluciner. 2 lycéens sur 3 qui utilisent l'IA, 1 collégien sur 2. 1 collégien sur 2, c'est énorme. Et avec, j'allais dire, une bienveillance des parents, globalement, alors je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a 1 parent sur 2 qui dit, donc interrogé dans l'étude, qu'il pourrait autoriser son enfant de moins de 11 ans à utiliser l'intelligence artificielle. Voilà, alors je sais pas, mais tu vois, tu te dis que ça veut dire qu'on a quand même un niveau de confiance vis-à-vis de l'IA, moi que je ne pensais pas que les Français avaient. Alors ça permet peut-être aussi aux parents de ne plus être au chevet de son enfant pour l'aider à faire les devoirs. Débrouille-toi. Accessoirement. Tu sais quoi? Fais confiance à ChatGPT, il va t'aider. D'ailleurs, Amélie, c'est amusant parce que tu as des enfants.
Tout à fait. et tu en as pris un la main dans le sac. Alors oui, j'ai été informée par la prof de français de mon fils qu'il avait fait sa dissertation avec l'aide de ChatGPT et visiblement c'était pas très subtil puisqu'elle l'a tout de suite vu et qu'il n'a pas été noté et que c'était écrit en gros l'année dernière sur son bulletin scolaire et ça lui a empêché d'avoir une récompense à la fin du trimestre. Alors après c'était hyper utile parce que du coup c'était vraiment l'occasion d'en parler avec lui pour avoir des bonnes pratiques et puis que ça serve vraiment à quelque chose et que ça l'aide vraiment à réviser. Après, pour les profs, c'est quand même très très compliqué et à tel point que pour la plupart, ils ont décidé d'arrêter de donner des devoirs, en tout cas d'arrêter de demander des dissertations ou des devoirs à la maison et de faire plutôt privilégier les contrôles en cours. Et c'est également le problème aussi en fac aujourd'hui, c'est que maintenant, on va davantage tester les étudiants sur une épreuve sur place parce qu'il y a un problème de triche quand même. Moi, je trouve hyper intéressant qu'il se soit fait prendre un peu la main dans le pot de confiture parce que je pense qu'il va comprendre de son erreur et la prochaine fois qu'il se servira de ChatGPT, il vérifiera peut-être ce qui a été écrit, il modifiera peut-être certaines choses. Il l'utilisera plus subtilement pour pas se faire avoir. Peut-être aussi. Il rajoutera une ou deux erreurs et puis. Peut-être aussi, mais je trouve que c'est très bien. C'est presque de la pédagogie finalement. Et les enfants devraient trébucher, tu vois, en utilisant ChatGPT pour comprendre, comment ça fonctionne, parce qu'on ne pourra pas les empêcher de l'utiliser. Ça, c'est clair, Fred. Maison, c'est mort. Voilà, bien sûr. Si vous regardez l'utilisation de ChatGPT aux États-Unis, le 6 juin au soir, et ça chute de 60%. Pourquoi ? C'est l'arrêt des universités américaines. Et ben voilà. Vraiment, ça chute. Ça, on voit et tu te rends compte, 60% de l'activité globale de ChatGPT. Oui, à États-Unis, qui ont chuté comme ça, en une soirée, le moment où les universités ont arrêté, ça y est passé à leur programme d'été. Ce que l'on voit là dans l'étude Kantar, on voit plusieurs choses. On voit la première, sur les usages, le principal usage, c'est l'aide à des sujets d'études, la rédaction d'un texte ou de révision un texte, ce qu'on fait nous tous un peu. Une aide sur l'activité professionnelle, sur un problème à régler, une décision à prendre. Des conseils sur les achats aussi. Ça vient en troisième. Des idées de recettes de menus, des développements sur le jardinage. Voilà, on voit vraiment tout ça pour dire que ça rentre dans la vie courante. Ça n'est plus uniquement pour me dire tiens, trouve-moi le théorème de je ne sais quoi de Fermat qui va m'aider à faire ça. C'est carrément tiens, j'ai des rosiers, on est en mars, est-ce qu'il faut que je coupe les pétales, est-ce qu'il faut que je coupe ça. C'est rentré dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est tellement rentré dans la vie de tous les jours qu'on retrouve des usages qu'on peut en fait carrément faire à travers Google, quoi. On n'a pas besoin de ChatGPT pour, trouver une recette de cuisine ou pour comparer le prix d'un iPhone versus un Galaxy. Simplement, on est maintenant tellement à l'aise et tellement bien dans nos chaussons, là, dans l'écosystème ChatGPT ou Mistral ou Gemini, une fois qu'on a commencé à les utiliser, qu'on n'a plus envie d'en sortir et que donc on va leur déléguer absolument toutes les tâches qu'on faisait avant en utilisant des moteurs de recherche traditionnels. Moi, c'est aussi un des enseignements que je tire de cette étude, c'est de dire que finalement, les moteurs de recherche tels qu'ils existent aujourd'hui, ils sont clairement en danger ils sont en train de se réinventer, hein, évidemment. Je dis ça, mais évidemment Google est en train de retravailler là-dessus. Mais je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus envie d'utiliser les moteurs de recherche. Tout passe par le hub central qui est le chatbot ou l'IA générative. Mais moi, je trouve que en fait, ces moteurs de recherche, ils prouvent aussi qu'ils sont plus performants. Je veux dire, si on compare vraiment l'utilisation, on met vachement plus de temps à trouver ce qu'on veut sur un moteur de recherche et je trouve qu'ils se sont pas remis en question et que l'expérience s'est dégradée quand même au fil du temps. Tu parles de Google notamment ? Oui. Oui, alors Google est en train d'entamer sa mue petit à petit. Gemini, nous, on n'a pas la bonne version de Gemini. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Amélie, quand tu utilises Google, tu as une autre version avec un bouton qui te permet d'avoir un search un peu à la Perplexity, où tu as quelque chose qui est beaucoup plus dans l'histoire. En fait, ça te raconte quelque chose. Et d'ailleurs, les parts de marché sont beaucoup plus serrées entre Google et entre Gemini et ChatGPT aux États-Unis que chez nous, parce qu'on n'a pas encore cette fonction. Exactement. Anthony, alors. Tout ça, c'est l'aspect positif, mais il y a quand même un aspect négatif. Si je puis me permettre de voir le verre à moitié vide, c'est les conséquences sur l'environnement et puis surtout sur l'emploi. Est-ce que les Français se rendent compte quand même que ça va avoir un impact
sur des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois. Oui, bien sûr, il y a ces craintes-là, mais même ça, tu vois, dans l'étude, ce qui ressort, c'est qu'on voit quand même plutôt le verre à moitié plein. Donc tu as raison, il y a évidemment ces craintes autour de l'emploi, autour de la 40%, 40%, autour de ce qu'on appelle le deskilling aussi, c'est-à-dire la perte de compétences parce qu'on devient feignant à force d'utiliser l'intelligence artificielle, les craintes environnementales aussi évidemment, mais quand même, ce qu'on voit, c'est que en parallèle de ça, les Français disent oui, mais l'IA, ça peut aussi permettre de créer de nouveaux types d'emplois. Ça peut aussi permettre de trouver des solutions dans le cadre de la transition énergétique. Donc il y a aussi ce truc on ne regarde pas que le côté négatif de l'intelligence artificielle, alors sans être des ravis de la crèche complet non plus, c'est pas la question. Peut-être aussi parce qu'en France pour l'instant et en Europe en général, on est un peu moins touché par les plans sociaux qu'on égrène depuis quelques semaines à cause de l'automatisation de l'intelligence artificielle, en tout cas qui lui sont imputés, qu'on a vu chez Amazon par exemple et dans plein de grands groupes américains. Les États-Unis commencent à voir la réalité en fait de cette transformation profonde de l'économie. En France, pour l'instant, on n'y est pas encore trop confronté. Peut-être qu'on sera un peu moins enthousiaste quand ça commencera à arriver. Et ce qui est marrant, les plus positifs dans tout ça, on leur a demandé à leurs craintes. Alors, on l'a dit, l'emploi, l'environnement, la diffusion de fausses informations, c'est la troisième crainte. Les 25-34 ans et les foyers avec enfants, eux, ils sont hyper positifs. C'est les autres, donc les plus âgés qui, eux, ont beaucoup de craintes sur la perte de compétences, la perte d'esprit critique, l'emploi, enfin tout ce dont on vient de parler. Ça, c'est intéressant aussi. L'optimisme de la jeunesse. Ouais, voilà, c'est formidable. Tant mieux. Voilà, étude à retrouver, bien évidemment, un peu partout sur le web, elle est disponible. Bien sûr, baromètre Kantar, BFM Business, l'IA et l'adoption de l'IA par les Français. Amélie, on va parler maintenant d'Anthropic. Tiens, on reste toujours dans l'IA. Anthropic, grosse boîte évidemment d'IA qui grossit aux États-Unis et qui va investir 50 milliards de dollars dans des data centers. Tout à fait. Alors 50 milliards, c'est énorme, mais ça paraît presque pas beaucoup par rapport aux annonces qu'on a eues jusqu'à maintenant, parce que pour Anthropic, c'est beaucoup. C'est vrai que pour OpenAI, c'est une goutte d'eau finalement. On était à 500 milliards pour. C'est dingue parce qu'on perd maintenant la notion des milliards. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même nous, on n'a jamais. C'est démesuré en fait. Ça fait quelques années qu'on est dans ce milieu-là. On n'a jamais eu des échelles comme ça d'investissement aussi importants. Là, on parle de quelques milliards, 10 milliards, 50, 500 milliards, et ça ne nous étonne même plus en fait. Bah oui, il y a une surenchère. Alors d'abord parce que ces data centers, c'est des data centers surpuissants qui ont la puissance d'une centrale nucléaire de nouvelle génération. Donc en fait, effectivement, ils coûtent extrêmement cher à construire. Mais aussi, il y a un appétit des investisseurs et ça aiguise les appétits. Donc il y a aussi cette idée, il faut absolument que j'en mette le maximum pour quand il y aura consolidation du marché, qu'on soit encore là. Donc mettons tout sur la table. C'est un peu le coup de poker. Donc il y a de la surenchère, clairement. Mais alors, si on compare à ce alors là, c'est que pour les US, c'est 50 milliards. Tout à fait. On n'est finalement pas ridicule. J'entends beaucoup parler d'une différence d'échelle en Europe et qu'on n'aurait pas assez d'investissement dans ces infrastructures. Moi, je trouve pas. Vraiment, en ayant fait le tour du marché et en ayant rencontré pas mal d'acteurs, on est sur des niveaux. Les 109 milliards annoncés par Emmanuel Macron en début d'année dans les infrastructures, c'est énorme. Rien qu'en France, donc investisseurs que privés. Et c'est à comparer à notre échelle, à comparer avec les 500 milliards de Stargate. Franchement, je trouve que c'est pas ridicule. Et pour avoir eu l'Élysée il y a pas très longtemps au téléphone, ils disent qu'on a déjà 90 milliards qui sont sécurisés sur ces 109 milliards. Depuis le début de l'année, c'est énorme en fait. Ouais, c'est du jamais vu. Effectivement. C'est du jamais vu. C'est au niveau France, ça. Au niveau que français voilà, et que investissement privé. Parce que derrière, tu as un appel d'offres de la Commission européenne avec de l'argent public où il va y avoir des projets de Gigafactory aussi qui vont bénéficier à la France. Et ça sera encore des milliards en plus publics. J'attends qu'ils soient construits quand même. C'est vrai, tu vois, surtout dans le climat actuel d'instabilité politique, budgétaire, fiscale. Tu vois, parce qu'il y a plein de promesses qui ont été faites sur des chiffres. Qui ont du mal quand même à se transformer. Non, on a un gros souci sur l'énergie. Faut quand même le dire. Aujourd'hui, les États-Unis réussissent à pallier. Ils montent des petits. Soit des Microsoft redémarrent des centrales nucléaires, soit tu as certains gros hyperscalers qui vont construire leurs petits réacteurs nucléaires. Vous imaginez en France un Microsoft qui s'installe, qui dit au fait, je vais installer 2 petits réacteurs nucléaires à côté de mon data center.
c'est impossible. Enfin, on a quand même certains acteurs du nucléaire en France qui pourraient pallier ce problème sans aucun problème. Oui, mais aujourd'hui, pour construire tous ces data centers-là, il faut encore augmenter notre puissance énergétique. Et là, je te mets au défi de dire nos centrales. Mais tu sais que je ne crois pas qu'on soit obligé d'augmenter notre puissance énergétique autant que ça, parce qu'on a des surplus aussi. En fait, grâce à notre stratégie nucléaire depuis de très nombreuses années et le fait que certaines centrales redémarrent, on se retrouve avec énormément d'énergie dont on ne sait pas que faire finalement. On la revend à l'étranger. On est plutôt bien placé pour le moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que les investisseurs viennent en France et investissent de l'argent dans les data centers, parce qu'ils savent que non seulement il y a de l'énergie à foison, mais en plus elle est décarbonée. Elle est décarbonée, elle est pas chère, elle est moins chère. Elle est moins chère. On a les compétences. Faut pas dire à foison à 5 ans, si on a tous ces projets-là, on peut pas y aller. Faut être clair, à 5 ans, si tous ces projets sont déployés, si l'échéancier est respecté, on peut pas les alimenter tous. Donc il va falloir autre chose. Donc et c'est pas en 5 ans qu'on crée de nouvelles centrales nucléaires, voilà. En plus. Alors moi j'ai rencontré le responsable infra d'Amazon Web Services il y a 15 jours, et il me disait faut rappeler, donc en fait eux ce qui les intéresse c'est de l'énergie décarbonée. Donc c'est pour ça que le nucléaire intéresse, c'est que ce soit pas fossile. Et le temps d'attente finalement en France, moi qui me paraissait long, qui est de minimum 2 ans, voire 5 ans pour être accordé par RTE, le fournisseur de transport d'électricité. Il peut être parfois dans certains pays de 10 à 12 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait, en France, on n'est pas si mal placé. Non, on est pas mal. Ouais. Donc, on se plaint parfois des lenteurs administratives. Alors là, on a une carte à jouer. Et qui sont les plus rapides ? Qui sont les plus rapides ? C'est l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne. Microsoft vient de signer pour 10 milliards de dollars pour un méga data center au Portugal. Google vient pour 5 milliards au Portugal en Allemagne. Pardon ? C'est une bonne question. Là, Il y a du nucléaire au Portugal ? Non, mais ils vont se servir, ça va faire venir de ils ont peut-être pas mal d'énergie propre. Non, mais on a un gros souci. Éolienne Quand tu entends Google qui va investir 5 milliards en Allemagne pour des data centers, quand tu entends AWS, quand tu entends Deutsche Telekom qui achète du Nvidia, tu vas dire quelle énergie en Allemagne aujourd'hui? L'énergie en Allemagne, elle est carbonée. Et elle est sale. Beaucoup de charbon. Du gaz russe. Et je ne vous parle même pas de la Pologne ou d'autres pays de l'Est. Ce qui est intéressant, c'est que des stratégies qu'on prend, des idées, en tout cas des décisions stratégiques qu'on prend aujourd'hui ont des impacts sur les années qui viennent. Ouais, c'est une politique industrielle. Plus que jamais. Absolument. Mais c'est vrai que les effets d'échelle. Aux États-Unis, je regardais un peu la liste des accords qui ont été signés ces dernières semaines et ces derniers mois, mais c'est complètement fou. L'accord OpenAI Oracle pour 300 milliards. Il y a aussi le projet Prometheus de Meta. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Meta, ils veulent construire cette fameuse super intelligence, donc ils recrutent à grands coups de milliards des cerveaux humains, mais ils ont aussi le projet de construire des giga data centers avec là encore des sommes qui sont complètement folles. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on n'aurait même pas pensé il y a encore quelques années. Ce qui est intéressant, et on en parle avec Fred tous les soirs, c'est l'unité de mesure maintenant. C'est les gigawatts. Ouais. Voilà. On va ouvrir un data center de 2 gigawatts, alors qu'avant, c'était pas comme ça Oui, ça disait rien à personne. Voilà, maintenant, c'est la consommation électrique, la puissance électrique qu'il faut pour que tout cela fonctionne. Dans l'actu, autre sujet très intéressant, c'est Waymo. Waymo, vous le savez, c'est le robot taxi. Le robot taxi qui est né à San Francisco et qui petit à petit est en train de se répandre un peu partout aux États-Unis. Et Amélie, tu as détecté que 3 nouvelles villes allaient accueillir Waymo. Tout à fait. Et alors, ma réaction, c'était plutôt de me dire, mais on n'en est que là. Parce qu'en fait, vous êtes tous dans la tech depuis longtemps. Ça fait 15 ans, 10 ans, je ne sais même plus qu'on parle des voitures autonomes. De voitures autonomes. Alors, je suppose que, moi, je l'ai testé Waymo aux États-Unis. Anthony, toi aussi. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne de façon spectaculaire, vraiment. Non, c'est dingue. C'est incroyable. C'est complètement dingue. Franchement, moi, c'est magique, vraiment. Et je suis très étonnée, finalement, d'en être encore là à lire des articles. On a rajouté 2 villes de plus. Parce que surtout qu'aux États-Unis, la circulation est quand même plus facile dans les villes qu'en France. On imagine moins bien sur le rond-point des Champs-Élysées comment ça se passerait. Et je suis stupéfaite que ça avance pas plus vite, moi, quand même.
Ouais, c'est vrai. Alors, faut dire aussi qu'aux États-Unis, ces voitures, elles circulent quand même dans un périmètre restreint. Dans chaque ville, il y a quand même une cartographie qui est très précise. Elles peuvent aller d'un point à un point B, mais elles peuvent pas sortir complètement de la ville. Donc, il faut que la ville soit complètement cartographiée de manière extrêmement fine pour éviter au maximum les risques d'accident. Mais c'est vrai que quand on est dans la tech depuis longtemps, on se dit, on en est encore là, mais que mine de rien, moi je trouve que c'est intéressant de voir que ça se démocratise petit à petit. Qu'aux États-Unis, c'est quand même aujourd'hui une réalité pour les gens. Je veux dire, en France, c'est encore quand tu en parles avec des gens, on va dire non technophiles, ça paraît encore un truc vraiment d'un film de science-fiction. Et ils se disent mais non, mais ça arrivera jamais chez nous. En gros, c'est ça le truc, quoi. Alors qu'on a la réglementation aujourd'hui, on a l'autorisation de faire rouler des voitures autonomes de niveau 3 à condition qu'elles soient homologuées, c'est-à-dire aucune. En gros, je crois qu'il y a un modèle de Mercedes, mais c'est tout. Mais aux États-Unis aujourd'hui, est-ce que Waymo pourrait rouler à Paris, par exemple? Est-ce que Waymo aurait l'autorisation de rouler à Paris? Non, parce que donc la réglementation n'est pas assez non, elle n'est pas réactive. adaptée puisque ce qui est autorisé en France, c'est les voitures autonomes de niveau 3. Voiture autonome de niveau 3, je rappelle, autonome, ça va de 0 à 5, de la simple assistance à la conduite à la voiture complètement autonome. Et Waymo, on doit être niveau 4, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y a pas de conducteur derrière le volant. 3, tu es obligé d'avoir un chauffeur. Voilà, il faut que le conducteur puisse reprendre le volant. 4, t'as encore quelqu'un derrière le volant. 4, t'as encore. Et c'est 5 où t'as plus rien. Donc Waymo, c'est du 5 alors, du coup. Alors Waymo, c'est du 5. Mais en fait, comme vous le disiez, dans certaines zones, on était, pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, on était il n'y a pas si longtemps que ça avec Léa, qui produit cette émission. On était à San Francisco, on a pris des Waymo et on voulait, depuis l'aéroport, prendre un Waymo pour aller au centre-ville de San Francisco. Et on ne pouvait pas parce que, en fait, Waymo ne desservait pas l'aéroport. C'est ça. C'est chose faite depuis. Ouais. C'est-à-dire que nous, on y est allé il y a 3 semaines. Depuis, ils ont élargi, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Petit à petit, ils élargissent en fait la zone d'utilisation de Waymo. Et aujourd'hui, et c'est quand même une petite révolution, tu sors de ton aéroport à San Francisco, tu peux prendre un Waymo pour aller au centre-ville. C'est incroyable. Oui, ils se sont élargis aux autoroutes, c'est ça. Imaginez, on parlait tout à l'heure de l'impact de l'IA sur les emplois. Imaginez l'impact que ça va avoir. Là, c'est une réalité. Sur les Uber, c'est quelque chose d'assez violent quand même. Tu as une démocratisation en plus qui va vraiment arriver. On se souvient qu'il y a eu un partenariat qui a été signé là, il y a 2 ou 3 semaines entre Nvidia et Uber pour intégrer en fait, parce qu'évidemment il y a besoin de technologie Nvidia dans ces voitures-là, et donc ils veulent mettre sur les routes 100 000 VTC autonomes à l'horizon 2027. Donc 2027 c'est vraiment demain, et 100 000 VTC c'est quand même pas rien. Il y a de quoi alimenter quelques villes quand même. Je corrige juste une chose, Waymo c'est niveau 4, c'est quand il n'y a plus de volant, parce que dans les Waymo il y a encore un volant. C'est quand il n'y a plus de volant et plus de pédale. C'est 4 en fait, tu as l'autorisation de plus d'avoir de conducteur, mais tu as encore un volant et des pédales. Et alors ce qu'il faut voir aussi dans ce qui est un peu impressionnant dans ce qui se passe aujourd'hui sur les autoroutes, c'est que pourquoi c'est aller moins vite sur les autoroutes? Parce que justement les autoroutes ça va plus vite. Donc les décisions, quand on est en ville, on est à 45, 60 à l'heure. Sur autoroute, on est à 110, 120, y compris aux États-Unis. Donc là, il y a une analyse qui doit aller beaucoup plus vite. Donc il y a une vision aussi, parce que si on va plus vite, les obstacles arrivent plus vite. Donc il y a une vision qui doit aller à, alors là ils disent la taille de 3 terrains de foot, donc environ à 300-400 mètres, où on peut repérer les obstacles. Pour que la voiture ait le temps de réagir en fait. Et on en parlait tout à l'heure François, en regardant un peu tout ça, ils avaient un autre souci, c'est qu'il y a beaucoup moins d'accidents sur les autoroutes. Donc ils n'avaient pas de data pas beaucoup de data sur les accidents. Alors que les accrochages en ville, en France, pour avoir quelques statistiques. Mais je pense que pourquoi ça marche aussi aux États-Unis, c'est parce qu'aux États-Unis, on est dans une culture, c'est la voiture dominante. Donc les gens respectent, tu le disais François, quand tu étais à San Francisco, les gens ils sont plus étonnés de voir un Waymo. Nous en France, mais comme au début à San Francisco, Fred. Au début à San Francisco, il y avait des gens qui jetaient des trucs sur les voitures. Il y a encore des heurts dans la rue. Il y a encore des incendies de. Tu sais, c'est comme toute technologie, ça met du temps, mais après les gens s'y font. Oui, c'est ça. Mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Il y a aussi des anti-tech. Alors je sais même pas si on peut dire des anti-tech, mais ceux qui craignent un peu le côté automatisation, robotisation. Les mecs qui font des queues de poissons aux voitures autonomes dans les rues. Il y avait un mouvement à un moment, alors je pense plus que ça fonctionne parce qu'ils ont dû mettre à jour les logiciels, mais tu mettais un cône de chantier en fait sur le capot de la voiture et ça la faisait complètement bugger. Oui, parce qu'elle se disait, elle avait un truc devant là. Exactement. Donc elle disait je sais plus ce qui se passe et elle buguait complètement. Tu as eu aussi des voitures qui à un moment se sont mises qui se sont arrêtées et qui se sont regroupées à un endroit à San Francisco et qui ont bloqué complètement la circulation. Donc il y a aussi un peu de mauvaise presse autour des voitures autonomes. Il n'y a pas que des technophiles qui sont fans de voitures autonomes. Et toujours pas de voitures autonomes à Marseille. Mais il y a un plateau de Tech & Co et de BFM Business. Ça c'est la bonne nouvelle. On revient dans un instant, petite pause avec Amélie, avec Fred et avec Anthony. À tout de suite et merci de nous suivre. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le retour depuis l'AIM, le CMA-CGM Startup. Vous le savez, c'est la 2e édition qu'on vous fait vivre sur BFM Business. Ce soir, bien sûr, je vous retrouverai tout à l'heure à 21h pour une émission spéciale avec des startups présentes ici. Et le patron de The Box, qui est l'accélérateur de ces startups. Et puis demain, dans Tech Co. Et puis avec Frédéric Simotel, dans Tech Co Business. Et avec Anthony Morel, le matin. Anthony qui est avec nous. Amélie Charnet de La Tribune, puisque c'est un événement conjoint La Tribune BFM Business. On est très heureux de t'accueillir. Moi, je suis très heureuse d'être là. Amélie Charnet, qui est journaliste spécialisée dans les télécoms et la tech à La Tribune. Et puis, bien sûr, l'irremplaçable, l'inénarrable Frédéric Simotel. T'as vu, on le fait en chœur et tout. Je vois, c'est formidable. Beau, hein, c'est magnifique. C'est dommage, je pensais que tu allais être en short là pour être avec nous sur la pelouse et tout ça. Écoute, c'est plutôt en soirée. Oui, c'est plutôt en soirée. Dès que la foule se remplit. Et je te rappelle qu'on est en soirée. Oui. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Alors attention, on va parler d'IA pour cette 2e partie, puisque évidemment on est dans un événement qui tourne autour de l'IA. Il y a plein de choses intéressantes qui se trament dans l'IA et les médias. On va parler de musique tout à l'heure, mais pour débuter, on va parler de comédiens, de voix de comédiens qui ont été numérisés par Eleven Labs. Et c'est pas n'importe quel comédien en plus. Non. Raconte-nous. Il s'agit de Matthew McConaughey et de Michael Caine, donc 2 grands acteurs évidemment. Oui. Voilà, tu vois, c'est pas. De différentes générations aussi, c'est intéressant aussi. De différentes générations, absolument, et qui se sont alliés avec Eleven Labs. Alors Matthew McConaughey, il a carrément pris une participation, il a investi dans l'entreprise et il a généré un clone vocal donc de sa voix, qui va servir notamment à doubler sa newsletter. Il a une newsletter vocale, en fait, où il raconte des histoires. Donc, il le fait en anglais, évidemment, dans sa langue maternelle. Et là, il va y avoir un doublage en espagnol qui va être réalisé automatiquement via le synthétiseur vocal d'Eleven Labs. Donc, Matthew McConaughey, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même Interstellar. C'est l'une des stars de True Detective, une super série. Génial. C'est quoi, la première saison ou deuxième sur HBO, enfin, je crois que c'était la 2e saison. Peut-être la 2e. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment un acteur incroyable, super comédien, avec une voix incroyable. En plus, c'est marrant que ce soit lui qui le fasse parce qu'il a une voix très profonde, très grave comme ça. Donc ça va être assez intéressant de voir ce que ça donne aussi dans d'autres langues. On me dit première saison. Première saison. Visiblement du côté de la régie, il y a des peut-être la meilleure. Excellente. Oui, parce que la dernière avec Julie Foster était un peu moins. Bon, d'accord, mais c'est un autre sujet. Après, voilà. Et donc Michael Caine. Bienvenue dans le club des passionnés de séries télé. Et Michael Caine, alors qu'on retrouve notamment dans Batman, Michael Caine, hein, c'est aussi c'est Alfred. Enfin voilà, bon, il a eu plein de rôles évidemment. Et lui, alors c'est un autre dispositif. Alors je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que sa voix va être clonée, et elle va être mise sur une marketplace où en fait les entreprises, par exemple des marques qui veulent utiliser pour une publicité la voix de Michael Caine, eh bien pourront utiliser moyennant finance évidemment la voix de cet acteur. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que de se fatiguer, entre guillemets, à aller faire une pub, à doubler un texte ou autre, eh ben en fait, les gars, débrouillez-vous. Je mets ma voix à disposition avec une intelligence artificielle qui permet de la cloner et de me faire dire potentiellement n'importe quoi. Alors, j'imagine qu'il aura quand même un droit de regard, évidemment, sur ce qu'il accepte de faire, quelles marques ont le droit de travailler avec lui. Mais en tout cas, il aura juste, lui, à récolter les royalties, les droits d'auteur de l'utilisation de sa voix. C'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que vraiment, le modèle économique est en train de se mettre en place là. Il est complètement inédit. Exactement. Et moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire que ton timbre de voix devient, en fait, une source de business. Exactement. Finalement. Alors après, ça fonctionne parce que c'est Michael Caine et Matthew McConaughey. Oui. Et évidemment, tu te dis que tu es petit comédien de Plus belle la vie. Je dis Plus belle la vie parce que bien évidemment, il est à Marseille, donc forcément, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Ce sera probablement plus compliqué et c'est aussi la question que ça va poser. Et je pense que ça va pas être forcément très bien pris par le monde des acteurs, les comédiens, les syndicats qui les représentent aussi, en disant bon bah les gars, vous êtes bien gentils, vous êtes très connus, vous vendez votre voix sous forme de licence, mais nous on fait quoi, on devient quoi en fait? Non mais ce qui est intéressant c'est après, parce que ces comédiens ne sont pas immortels. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont disparaître, tu vois ? Est-ce que tu vas pouvoir continuer à entendre leur voix dans des contenus ? Est-ce qu'après la prochaine étape, parce que là on parle de la voix, Anthony, mais est-ce que la prochaine étape c'est pas aussi
de les avatariser en quelque sorte. Ce qui est déjà le cas, hein. Tu vois au cinéma depuis des années, Carrie Fisher par exemple, dans les Carrie derniers Fisher, Star Wars, l'héroïne de la princesse Leia. elle a été générée par une IA pour pouvoir la faire. Oui, mais c'est de jouer, manière assez figurer. furtive. Oui, et c'est vrai. Je veux dire, le film ne tourne pas autour d'elle. Non, si non, tu veux. c'est sûr. Mais demain, tu peux imaginer un Michael Caine, tu vois, avoir un rôle principal dans un film alors qu'il n'a pas il a tourné aucune il scène. faudra voir avec ses ayants droit. Et ça pose une question presque philosophique qui est est-ce qu'on a le droit de poursuivre l'œuvre d'un artiste une fois qu'il a disparu? Mais je pense qu'ils ont dû signer un contrat avec ces clauses-là, forcément, obligatoirement. Amélie. Ça me fait penser à une expérimentation qu'il y a eu avec André Dussolier. Donc André Dussolier a prêté sa voix, elle a été numérisée. Je crois que c'était avec l'INRIA. Et en fait, ils ont généré la lecture de textes classiques ou d'histoire par sa voix artificielle. Et ils ont comparé avec lui interprétant ces textes. Et en fait, c'était totalement différent. Et le résultat était 10 fois meilleur en ayant écouté les deux, de lui interprétant les textes vraiment, de sa voix artificielle, même si c'était à partir de sa voix qui générait automatiquement la lecture, c'était radicalement différent. Donc il y a des limites à la technique. Oui, parce qu'il joue, en fait, c'est un comédien, donc quand il lit son texte, il ne fait pas que le lire, il l'interprète, il le vit. Et ça, l'IA n'est pas prête à le faire aujourd'hui. Peut-être que demain, elle le sera. Ouais, je dis aujourd'hui, insistons bien sur aujourd'hui, parce que je pense que dans 1 an ou 2 ans, on y est. On a vu la vitesse à laquelle ça va. Enfin, encore une fois, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, quand on essayait de faire des films où Will Smith mange des pâtes, vous vous souvenez de ces vidéos qu'on voyait sur les réseaux sociaux, où on avait une espèce de Will Smith de bouillie avec des pâtes, c'était un peu bizarre. Il fusionnait avec les pâtes, d'ailleurs. Voilà. C'était assez bizarre. Et qu'aujourd'hui, et on n'est pas beaucoup plus longtemps après, on est 2-3 ans après, tu demandes Will Smith qui mange des pâtes, c'est un truc qui est absolument dingue. Donc effectivement, il y a encore des petites subtilités dans la qualité et la finesse du jeu d'un comédien, et heureusement qu'il y a encore une touche humaine. Je crains malheureusement que d'ici quelques années, la bataille soit pliée et qu'on puisse en réalité avoir des avataria et des acteuria qui jouent aussi bien que les humains. Moi, je trouve ça plutôt intelligent, en tout cas, de la part de ces deux comédiens, de faire ça, parce qu'on est en train de prendre un peu le pas sur. On sait que les marques, les entreprises aujourd'hui essaient de réduire les coûts dans toutes leurs campagnes de marketing, de pub. D'ailleurs, je crois, tu auras Laurent Soli, François de Facebook, qui pourra te parler justement de la transformation de l'IA sur cette industrie du marketing et de la création de pub. Et là, on a des gens qui, pour les marques, ça va être plus facile aussi. S'il y a un contrat qui est clairement établi avec un acteur qui va prêter sa voix, qui va, bien là, ça va rendre les choses aussi beaucoup plus claires, parce que c'est le gros souci que l'on a aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur tous les deepfakes. Et je pense que là, on a franchi une étape aussi au niveau juridique, parce que évidemment, on s'inquiète quand il y a ce genre de choses, on s'inquiète des droits d'auteur, enfin des deepfakes, tout ce genre de choses. Et là, on va vraiment avoir quelque chose qui peut être tout à fait légal, juridique. Et je trouve que ça devrait donner l'idée, là on a ces deux comédiens, à pas mal de comédiens, de se dire tiens, moi aussi je vais licencier ma voix, plutôt que arriver à posteriori en disant tiens, ça ressemble un peu à ma voix, ils ont récupéré un personnage de bande dessinée que j'avais doublé. Et justement, c'est peut-être, tu vois, il y a peut-être un avant et après. Moi, j'ai un avis totalement inverse. Je pense que c'est pas forcément bien pour les comédiens, comme on le disait, pour ceux qui sont pas connus. On le sait déjà, par exemple, pour Audible, pour Amazon, les comédiens inconnus qui prêtent leur voix aux histoires, maintenant, ils sont obligés d'accepter que leur voix soit numérisée, et ils ont parce qu'ils l'ont pas fait avant. Parce qu'ils ils l'auraient fait avant. Ça devient un standard. Il va falloir que tous les comédiens acceptent. Mais justement, en fait, ça crée un précédent. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tous les comédiens aillent dans cette voie-là. Mais ils ont peut-être pas envie, et ils auront peut-être pas les conditions financières. Regarde, après, c'est ton libre arbitre. Où tu veux, ou tu veux pas. Ça crée un précédent. Et du coup, c'est difficile maintenant de revenir en arrière. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Non, mais ce qui est intéressant aussi, alors on parlait du. Après, ça va peut-être décaler le problème, mais un comédien, alors qui peut être moins connu pour le coup. Imaginons que le film dans lequel il a joué soit traduit dans, je sais pas, 50 langues. Tu doubles sa voix, tu appuies sur un bouton, et en fait, tu vas générer sa voix dans les 50 langues et les 50 versions. Et là, il pourrait aussi, tu vois, gagner un peu plus d'argent en disant, voilà, là, j'ai joué, mais l'utilisation de ma voix dans les films, dans les 50 pays, je vais pouvoir, là encore, le vendre sous forme de licence. En revanche, celui qui doublait la voix, lui, il a plus de boulot. Donc, ça décale le problème. Mais ça crée des modèles économiques auxquels on n'aurait même jamais pu penser il y a encore quelques années. C'est ça qui est incroyable. Autre sujet lié à l'intelligence artificielle, c'est la musique. Et on l'a tous plus ou moins testé ou écouté aujourd'hui avec des plateformes comme Suno, et puis il y en a d'autres aussi. Ça se multiplie, des startups se multiplient sur ce sujet. Vous pouvez générer des musiques, des chansons
qui ont été faites par l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que Deezer s'est penché sur ce problème. Alors, Deezer s'est penché sur le problème de manière un peu obligatoire, parce qu'ils sont totalement envahis de musique générée par l'IA. Ils reçoivent, écoutez bien, 40 000 titres générés par l'IA par jour. Et Deezer est l'un des rares acteurs du streaming musical à avoir mis en place un algorithme et des outils pour détecter justement les musiques qui sont générées par l'IA. Parce que, évidemment, ça pose des problèmes de droit d'auteur. À qui on rétribue ces choses-là? Parce qu'il y a tout un business, on va dire, sous-jacent de petits malins qui, en fait, publient des dizaines et des dizaines de milliers de titres générés par l'IA et touchent des royalties parce qu'il y a des gens qui les écoutent. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que Deezer est allé plus loin et a mis en place un sondage et a demandé en fait aux auditeurs de Deezer s'ils arrivaient à détecter des chansons qui ont été générées par l'IA. Eh bien, vous savez quoi? Et c'est quand même assez fou. 97% des gens qui ont écouté les chansons ne se sont pas rendus compte que c'était des chansons générées par l'IA. Ça m'étonne pas du tout. Enfin, moi j'ai pas particulièrement l'oreille musicale, mais je pense que je serais absolument incapable de détecter qu'un morceau a été généré par une IA ou par un humain. Et ça me fait penser... Ça veut dire aussi aujourd'hui la qualité en fait de génération de chansons grâce à l'IA. Tu sais, on en avait parlé il y a quelques mois, c'était cet été, le carton d'un groupe qui était sorti de nulle part, qui s'appelle The Velvet Sundown, un groupe américain. Il y avait des photos du chanteur et des musiciens qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Des photos qui nous mettaient la puce à l'oreille parce qu'elles étaient un peu bizarres et un peu artificielles. Je suis d'accord, parce que la musique, ils ont connu un succès extraordinaire, ils ont eu 1 million d'abonnés sur Spotify en l'espace de quelques semaines, des morceaux qui cartonnaient, qui étaient hyper efficaces à l'oreille. Moi j'en ai, ils sont dans mon Spotify, je les écoute régulièrement parce que je trouve ça génial. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'était des morceaux générés entièrement par l'intelligence artificielle. Mais si on ne te le dit pas, à aucun moment tu te dis bah ça c'est un truc, non c'est pas humain, il y a un côté un peu trop synthétique ou métallique. Non, t'as l'impression d'avoir un chanteur, un bon jeu de guitare derrière et juste c'est hyper efficace parce qu'en plus la force de l'IA quand tu l'utilises pour générer des contenus, c'est qu'en gros, elle parle à un autre algorithme. Donc, elle sait comment faire un truc efficace pour être bien référencé ensuite en fait, sur les plateformes. Elle va te faire une chanson un peu pour ton SEO de cerveau, quoi, finalement. C'est exactement ça. C'est pour que tu puisses l'aimer. Parce que, voilà, il y a des mécanismes quasiment mathématiques dans une chanson qui permettra à la plupart d'entre nous de l'apprécier, ne serait-ce que pour la mélodie, par les harmoniques et tout, etc. Mais là, tu parlais de ce groupe-là qui s'était fait écouter. Là, le premier au charts américain, il s'appelle Breaking Rust. C'est un groupe de country entièrement. Alors, il est indiqué nulle part que c'est de l'IA, mais on sait aujourd'hui que c'est de l'IA. Ils sont premiers au chart. C'est même pas premier des téléchargements IA. C'est la chanson la plus populaire du moment. C'est la chanson la plus populaire du moment. Ça s'appelle, le titre s'appelle Walk My Walk. Vous pouvez aller l'écouter. Hein, c'est les Breaking Rust. Et bien voilà. Et là, on a vraiment franchi quelque chose parce qu'ils sont, voilà, tout simplement premiers dans la country américaine dans ce domaine-là. Il ne faut pas oublier que de toute façon la musique c'est une industrie et que depuis déjà des dizaines d'années on avait des choses très formatées aussi. Donc c'est pas ça découle naturellement en fait de ce que cette industrie était déjà façonnée pour produire des choses un petit peu hyper formatées. Qui correspondent aux goûts les plus larges. Ouais, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des chanteurs. Alors, parce que maintenant, il y a aussi la possibilité de cloner la voix d'un chanteur et de lui faire chanter n'importe quoi. Et donc, tu crées des chansons. Alors, c'est complètement illégal, évidemment, et quand les plateformes s'en rendent compte, elles le suppriment. Mais il y a eu plusieurs cas où on s'est retrouvé. Est-ce que je dis une bêtise? Je crois que c'était Adele, où on avait créé, en fait, une chanson tout à fait. Qui était hyper efficace. Politique, je crois. Enfin, il y avait des messages politiques dedans, je crois. Alors, je me souviens. Non, il y a eu plusieurs histoires, en fait. Mais il y en a une, en fait, le truc, c'est qu'elle était tellement populaire que ses fans lui demandaient ensuite de la jouer en concert. Alors qu'en fait, c'était une chanson qu'elle avait jamais écrite, tu vois. Mais simplement, le morceau était tellement efficace et tellement puissant que en réalité les gens se disaient ah ouais c'est quand même pas mal quoi. Et avec la possibilité aussi tu te dis d'aller vers de l'hyper personnalisation, d'aller dans un monde où le pourra en fait créer sa chanson de son chanteur préféré. Exactement. Ou de sa chanteuse préférée à la demande. Et on revient à la discussion qu'on avait avant sur le modèle économique, c'est-à-dire que si tu as des chanteurs qui acceptent d'entrer, de s'engouffrer dans cette brèche-là et de dire bah ok moi je vends ma voix sous forme de licence, chers fans, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez me faire chanter ce que je
je suis Mais sûr je qu'il y vais en a un qui toucher va des faire ça. royalties sur les chansons que vous allez générer. C'est ça. Mais je ça suis va sûr arriver. qu'on va y arriver. Ah oui, C'est oui. évident. Mais je crois qu'Universal Oui. a signé, on en avait Exactement. parlé dans Tech & Co il y a quelques semaines de cela, a signé un accord avec une start-up qui justement permet de faire ces choses-là et de remixer même des chansons déjà existantes grâce à l'IA. Mais comme il y a une traçabilité, puisque c'est Universal qui gère tout ça, eh bien, il y a rétribution des droits Ah oui, c'est ça. aux ayants droit, tout simplement. Donc c'est plutôt malin parce que Oui. au moins ils maîtrisent en fait la chaîne de valeur. Et encore une fois, moi je reviens sur cet aspect juridique. Il faut que très vite dans tous ces domaines-là, tout le monde s'engouffre dans ces brèches pour essayer de cadrer un peu tout ça, parce que sinon ça va être l'anarchie. Ça l'est déjà un petit peu. Mais je trouve que Deezer c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Et d'ailleurs c'est intéressant. D'ailleurs, je trouve intéressant parce que des 97% des utilisateurs n'ont pas reconnu et la moitié ont dit. Et d'ailleurs, on se sent plutôt mal à l'aise de ne pas avoir reconnu tout ça. Tu vois, dans l'aspect, la perception culturelle aussi, ça commence à nous interroger. Oui, mais je pense, excuse-moi, je te coupe, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de ces nouveaux outils Oui. et qu'on se sent un peu berné et trahi C'est ça. par Non, mais c'est notre, exactement par ça, notre hein, c'est ce que dit- perception. ce que dit l'étude. Mais au bout d'un moment, on va s'habituer et on se dira, bah tiens, c'est l'IA, ok. Comme la Bah musique voilà. électronique, hein, Mais tu vois, les exactement, samples et tout exactement. ça. Alors, je précise d'un mot, c'était pas Adèle, j'ai vérifié, c'était Angèle. Voilà, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça C'était- commence c'est- pareil, ça voilà. finit pareil, mais au milieu, il y a quelques Sans lettres en les deux plus ou en blancs. Il m'a moins. un peu trompé, C'est ça. mais pardon. Et juste pour dire, n'ayons pas de complexe au fait de ne pas détecter qu'une musique n'a pas été générée par une IA. Juste un mot sur cette expérience qui avait été menée où des chercheurs en IA avaient essayé de recomposer la symphonie inachevée de Beethoven. Donc en fait, on a quelques bribes, mais il l'a Donc jamais. ça devenait la symphonie achevée. À ce Exactement. moment-là. Ils l'ont achevé. Voilà, ils ont tenté Et de l'achever. achevé. Ils l'ont achevé. Ouais, peut-être. Ça, vous écouterez. Ils l'ont achevé. Mais quand on le Ils l'ont fait tué. écouter à des mélomanes, ils sont incapables de dire si c'est du vrai C'est Beethoven ou incroyable. si c'est du Beethoven augmenté par l'IA. Donc tu vois même des oreilles très exercées, Oui, oui, très oui, oui, entraînées. On va dire des se laisse critiques, savoir. on va dire affûtées. Exactement. C'est ça qui est dingue. Mais c'est fou parce qu'on parle de la musique, mais moi, il y a une fonctionnalité qui vient d'arriver sur l'iPhone. Je ne sais pas si vous l'avez testé. J'en ai parlé il y a quelques jours de cela. C'est Automix sur Apple Music qui vous permet de mixer en fait des chansons à la volée grâce à l'IA, mais mixer comme un vrai DJ. C'est-à-dire vous mettez Avec le rythme et tout ça, ouais. voilà, mais avec le rythme, le tempo, des harmoniques, etc. Et ça vous fait un truc qui est hyper propre, qui est super beau à écouter. Et vous vous dites que c'est l'IA qui fait ça à la volée parce qu'en fait, elle va analyser les morceaux et les mixer de manière naturelle. Mais là encore, on se pose la question. Que vont devenir les DJ? Il va falloir que les DJ se servent de cet outil et fassent autre chose, apportent autre chose parce qu'autrement, en tout cas, les petits DJ, pas les David Guetta, etc., évidemment, mais des DJ de week-end, de mariage, etc., ça va être compliqué, quoi. Mais tu sais, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Hein. Il faut regarder dans tous les gens qui nous écoutent, quel que soit leur métier aujourd'hui. Il faut vraiment qu'ils fassent la palette de toutes les tâches qu'ils font dans leur métier de DJ, de cuisinier, de tout ce que tu veux, et de dire qu'est-ce qui peut être, où est-ce que l'IA peut me remplacer, où est-ce que l'IA peut m'assister. Et il faut vraiment, moi je recommande ça. On le fait. Moi j'ai fait pour notre métier de journaliste. Et là tu vois exactement. Et dans certains métiers, tu te dis ah bah tiens, si 80% de tes tâches peuvent être remplacées par l'IA, tu te dis tiens là il faut s'inquiéter. Et je pense que dans tous ces milieux artistiques, il y a beaucoup de choses à faire. Après, je pense que dans le milieu spécifique de l'art, comme il y a une dimension profondément humaine, il y aura quand même quelque chose d'irremplaçable. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura du sens à mettre un moment sur les créations. Mais peut-être pour un noyau. Pour un noyau. Bah, moi, je pense que sur le live, sur le direct, par exemple, un DJ dans une soirée qui doit s'adapter à l'humeur des gens qui sont là ou à l'environnement, ça, l'IA pourra jamais le percevoir. Figure-toi que oui. Bah si, elle pourra le faire. Figure-toi que oui. Avec des caméras. Il y a l'IA qui écoute en fait l'ambiance qu'il y a dans des salles et arrive à interpréter cette ambiance pour envoyer pour changer sa programmation de par l'ambiance qu'elle entend ou qu'elle perçoit. Ouais, mais elle va percevoir avec des biais peut-être ou avec. Peut-être, mais et on en est qu'au début. On en est à l'an 1 de tout ça. Imaginez dans 5 ans. Tu as des restaurants qui commencent, pas ici en France, mais je sais qu'il y a ça à Londres, des restaurants qui connaissent à peu près la moyenne d'âge, qui savent adapter la musique. Tu vois, il va y avoir peut-être plus de gens âgés à 22h, ça va se rajeunir, donc ils vont adapter la musique d'ambiance en conséquence. Non, c'est assez impressionnant. Hein, si Fred Simotel arrive au resto, il met du Yves Duteil, tu vois, par exemple. Je sentais la vacherie arriver. Non, mais voilà, celle-là, on sentait qu'elle arrivait, hein, quand même. On va terminer par Meta. De bois. On va terminer par Meta qui propose Vibes.
Vibes, c'est un nouveau service, c'est un nouveau réseau social. Enfin, je vous le dis en toute transparence, j'ai pas eu le temps de l'installer et de voir à quoi ça ressemblait. Mais le pitch est assez intéressant. C'est un réseau social qui n'est alimenté que par des vidéos conçues par l'IA générative de Meta. C'est ça. En fait, c'est adossé à Meta AI, qui est leur outil IA. Voilà. Et donc, on peut, comme Sora 2, pour ceux qui connaissent, parce que c'est vraiment le concurrent direct, générer des vidéos à partir d'un prompt, tout simplement. Mais la petite particularité, c'est qu'ils ont transformé ça en réseau social. Donc, il y a un côté un peu TikTok où tu génères ta vidéo avec ton prompt. Évidemment, le but, c'est que ça devienne le plus viral possible et tu vas pouvoir la partager. D'autres vont pouvoir la remixer et la retransformer. Donc, je vais scroller des vidéos. Voilà. Aucune n'existe vraiment. C'est comme si tu étais sur TikTok, mais que toutes les vidéos que tu regardais, en fait, étaient générées par l'intelligence artificielle. Et par d'autres personnes qui sont sur Vibes. Exactement. Pas seulement d'ailleurs, parce que tu peux ensuite les transférer et les partager sur Instagram, sur Facebook. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu pour Meta, c'est ça, parce que les gens n'utilisent pas tellement Meta AI en réalité. Et je suis pas certain qu'ils utilisent forcément cette application-là en particulier. Mais en revanche, ce qui va se passer, c'est que sur votre fil Instagram, si c'est pas déjà le cas, vous allez avoir une avalanche de vidéos qui sont générées par l'intelligence artificielle et qui vont être, là encore, très difficiles à distinguer des vrais. Alors même si il est censé être mentionné que l'IA a servi à générer la vidéo, mais on l'a vu avec Sora, il y a des outils qui permettent d'enlever les logos, donc c'est assez facile. Et je trouve que là, on a une sorte de double discours de la part de Meta, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait tout un truc sur il faut qu'on aille vers plus d'authenticité sur Instagram. Ils ont mis en place des outils justement pour détecter, pour signaler si des vidéos sont générées par l'intelligence artificielle. Et puis de l'autre côté, ils font l'inverse. Ils ont cet outil qui va générer une déferlante de vidéos créées par l'intelligence artificielle. Mais parce que là, ils s'adressent pas à leurs utilisateurs, ils s'adressent aux marques. Et aux marques, ils vont leur dire regardez, on a un nouvel outil pour vous, ça vous fait tout. Et voilà. Oui, je pense que tu as raison. C'est plus un produit de vitrine finalement, de vitrine technologique. En revanche, ça a intérêt à être sympa, à bien marcher. C'est quand même c'est un moyen rapide pour créer, tu vois, sans plateforme lourde, tu vas aller beaucoup plus vite dans ce que les marques vont vouloir. Donc moi, je pense que c'est vraiment destiné aux marques et leur dire tiens, bah voilà, allons-y, la pub Coca-Cola pour Noël, c'est parti. Moi, j'ai un avis assez critique sur cette initiative parce que d'abord, en termes d'impact environnemental, on sait que la vidéo, ça a un impact énorme parce que tant qu'on utilise du texte, franchement, au niveau réseau et infrastructure, c'est pas un impact fou. Mais là, encourager la création de la génération de vidéos comme ça, qui ont l'air en plus finalement d'être un peu gratuites et artificielles. Enfin, je veux dire, ça va pas servir un usage hyper utile pour les gens. Et je suis très dubitative sur l'adoption que ça pourra susciter parce que finalement, les gens ont envie de suivre du réel quand même. Enfin, je veux dire, de s'identifier. Là, est-ce que on va vraiment avoir une adoption Est-ce que les gens ont envie de suivre du réel? En fait, je me demande parce que plus je vois des vidéos débiles générées par IA, tu sais que ça a été généré par une IA, et plus il y a des millions de clics en fait. Donc tu te dis en fait il y a un truc presque hypnotique à regarder ces créations qui n'ont ni queue ni tête parfois. Mais je sais pas, les gens regardent, tu regardes, tu scrolles, tu regardes. Voilà. Mais je pense, excuse-moi Fred, mais je pense que c'est aussi une source de créativité, d'inventivité, qui utilisé à bon escient, peut faire des choses sympas. Et sincèrement, moi, la dernière fois, j'étais sur Insta et sur mon fil Insta, j'ai de plus en plus de vidéos comme ça générées par l'IA. Et là, il y en avait une débile et j'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était des animaux qui mangeaient en fait des pâtes pimentées. Ok, donc on part de loin. Très intéressant. Ouais. Mais c'était tellement drôle. J'ai passé 4 heures dessus. Non, parce que c'est des petites vidéos qui durent 15 secondes. C'est pour ça qu'on t'a pas vu pendant 2 jours. Je regardais ça, je me suis dit, mais le mec a pensé à ça. Et c'était assez drôle de voir un écureuil qui mange des pâtes hyper trucs et qui partait en courant dans tous les sens parce que ça lui piquait dans la bouche, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est presque un dessin animé. Ça aurait pu très bien être un dessin animé à l'époque des Looney Tunes, tu vois, ou de Walt Disney. Mais tu vois, c'est exactement ce que je te dis par rapport je pense que la créativité va faire la différence. À cet esprit B2B, c'est proposer des choses à des marques, ça va être pour tester des formats, tester des thématiques, et puis voilà, ils vont pouvoir créer, je sais pas, tester des communautés aussi, de dire tiens, on a vu qu'il y a une communauté, ils aiment bien cette histoire de pâtes pimentées, peut-être qu'on peut trouver un produit, tu vois, je sens que moi, pour faire plein de tests, j'imagine cet outil-là va être exceptionnel. Et tu as une forme aussi, je pense, de contradiction chez les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très critiques par rapport à ces créations générées par l'IA. On l'a vu, et vous en avez parlé, la pub générée par Coca, générée par l'IA, qui s'est pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux en mode « Ah, c'est scandaleux, vous pourriez faire appel à des vrais artistes ». Et en même temps, les gens sont très friands et sont très consommateurs en fait sur les réseaux sociaux. Quand on tombe sur ces vidéos, et je suis comme toi, c'est-à-dire il y a vraiment ces vidéos. Moi c'est celle où les animaux, genre tu vois tout à coup un aigle qui s'empare d'un bébé, qui s'envole avec. Ouais.
Et la première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que en fait, ce serait possible potentiellement. Un mec, c'est quand même très puissant comme oiseau et tout. Puis après, tu dis, attends une seconde là. Qui filme? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu? Enfin, c'est quand même très bizarre ce truc. C'est le gars qui Ah oui, non, c'est Yulia. c'est le gars qui ça est m'a pas assis sur empêché de la ses toilettes. regarder 5 fois. Il est dans un chalet, il est assis sur ses toilettes. Oui. Déjà, se filmer Et devant t'as ses un ours toilettes. qui arrive, non? Et C'est ça? t'as un cerf qui arrive, poursuivi par un ours. Tu dis, alors déjà, se filmer dans ses toilettes. Enfin, voilà. Oui, ça n'a aucun Non, mais sens. voilà. Mais tu l'as regardé 10 fois quand même. Voilà. Là, tu dis, c'est pas possible. Mais encore une fois, je pense que les créateurs ont un nouvel outil à leur disposition qui va peut-être créer le nouveau Walt Disney ou le nouveau Pixar. Et en fait, ça permet à n'importe qui finalement de pouvoir faire des choses de qualité professionnelle. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est hyper intéressant. Messieurs, dames, merci beaucoup. Très sympa ce petit débrief depuis Marseille. On est pas mal à Marseille. On devrait faire ça Ouais, plus souvent. On est bien, ouais. En plus avec une température qui est alors anormalement agréable, hein, parce que je vous rappelle quand même, on est début novembre, pardon. Il y a c'est pas un- normal. on l'a fait se regarder en replay l'émission d'il y a un an, c'était pas la même C'était histoire. pas pareil. Dans Oui, mitouflé. tu étais un petit peu plus emmitouflé. Merci beaucoup à Fred Simotel. Merci. Amélie Charnet, Merci. de la rédaction de La Tribune, présente ici à cet événement, hein, l'AIM. Et merci à Anthony Morel. Merci, on se retrouve François. demain matin. Ouais, bien sûr. Et vous restez avec nous. Petite pause et on va terminer ce Tech & Co. On a encore une demi-heure à passer ensemble. Anne Bouvreau sera mon invitée. Personne éminemment intéressante dans le domaine de l'intelligence artificielle au sein du gouvernement. Et puis je recevrai le patron de H aussi, une start-up très intéressante là aussi qui œuvre dans l'intelligence artificielle. C'est à suivre. Un grand merci d'être là. On se retrouve depuis Marseille dans un instant. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà le retour de Tech & Co, toujours ici au stade Vélodrome, à l'Orange Vélodrome pour être plus précis, à l'occasion de l'AIM, ce grand rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle organisé par CMA-CGM, qui, rappelons-le, est l'actionnaire de BFM Business et du groupe RMC BFM. Tout à l'heure, je recevrai Gauthier Cloat, qui est le PDG de H Company. Voilà une belle start-up dédiée à l'intelligence artificielle. Mais auparavant, on va encore parler d'IA avec une vraie spécialiste qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ici à Marseille. C'est Anne Bouvreau. Bonsoir Anne. Bonsoir. Vous êtes envoyée spéciale du président de la République pour l'IA, coprésidente du Conseil de l'IA du numérique. On vous doit cette étude sur l'intelligence artificielle qui avait été commandée par le gouvernement, qui a été parue en mars 2024. Vous étiez venu d'ailleurs nous en parler dans Tech & Co, hein, l'ambition de la France dans le monde de l'intelligence artificielle. En un an, tout ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable, la vitesse à laquelle va l'IA. Est-ce que vous soupçonniez, il y a encore 18 mois, cette rapidité d'exécution de l'intelligence artificielle, sincèrement? Je ne sais pas, mais ça va à une vitesse absolument phénoménale. C'était vrai au moment où on a fait ce rapport de la commission IA avec Philippe Aghion et d'autres. C'était vrai au moment du sommet de février. Et si on avait peut-être pu penser que ça se calmerait, mais non, ça continue à s'accélérer. Ça s'accélère dans tous les secteurs, avec à la fois un émerveillement, mais aussi, comment dirais-je, une méfiance et parfois Bien sûr. une crainte, une peur. Est-ce que tous ces sentiments mêlés sont légitimes à votre avis? Alors oui, bien sûr, c'est légitime et il faut écouter les craintes, les peurs, les risques, et il y en a de différents ordres. Ce qu'on a beaucoup essayé de faire à la fois en 2024 et puis lors du sommet de février, c'est de rendre les choses plus concrètes pour que justement les risques soient plus spécifiques et qu'on puisse mieux les adresser. Parce que si c'est un truc de science-fiction qui arrive, la super intelligence et on ne sait pas trop quoi faire, c'est difficile de réagir. Tandis que si on se dit, bon d'accord, pour mon travail, voilà ce que ça peut m'apporter, mais voilà la crainte que j'ai. Pour l'environnement, pour l'utilisation de l'énergie, oui, j'ai une question. Pour la culture et la désinformation, qu'est-ce que ça fait pas? Plus on est concret, plus on est capable d'agir. Donc je pense que ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre les choses plus concrètes. Avec un énorme devoir pédagogique. Bien sûr. Qui doit sensibiliser en fait les Français à tout cela? Alors nous, on a notre part, Bien sûr. bien évidemment, mais qui d'autre doit être dans la pédagogie à votre avis? Je pense que c'est quelque chose de très collectif, effectivement. Il y a les médias, il y a les pouvoirs publics, par exemple, qui mettent en place au niveau de BPI France un recensement des formations qui existent en intelligence artificielle, notamment à l'intention des PME, pour qui c'est quelque chose de compliqué. Les grands groupes forment leurs salariés et les plus petits, mais c'est important de former les salariés. C'est important au niveau de l'école, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de
faire des efforts. Il y a les cafés IA qui ont été lancés il y a quelque temps. C'était une des recommandations de la commission IA. Ça fait partie des choses. En fait, on pourrait avoir une liste infinie. Je dis toujours, quand je rencontre des jeunes, votre responsabilité, vous qui vous servez des chatbots d'IA, c'est d'en parler autour de vous, y compris à vos parents, vos grands-parents, etc. On parle d'éducation capitale. Est-ce que l'éducation ne doit pas faire encore plus d'efforts pour essayer alors peut-être dédramatiser l'IA, mais aussi expliquer que ça peut être un outil qui nous permet de nous augmenter en quelque sorte. Est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer au niveau de l'éducation là-dessus, même auprès des jeunes enfants ? Alors moi, je dis depuis longtemps que c'est un sujet dont il faut parler aux très jeunes. Je veux pas dire qu'il faut apprendre à la maternelle à coder, c'est pas du tout mon sujet, mais je pense qu'on a des sujets, par exemple, face à une image, comprendre est-ce que c'est une vraie ou une fausse image. Donc ça, à la maternelle, on peut présenter une image d'un éléphant qui vole vers la lune et de dire ça, est-ce que c'est plutôt un dessin animé ou est-ce que c'est vrai. De même que nous, quand on voit un pape en doudoune blanche de luxe, stylé, et on se dit est-ce que c'est vrai ou pas. Ce type de distance par rapport aux images, c'est important d'en parler à tous les âges. Avec une frontière qui est de plus en plus ténue, car ces outils sont de plus en plus réalistes. Oui. C'est ça aussi Et je pense qu'on a appris en fait au fil du temps que un texte, ça se travaille, etc. Les images, on a moins cette éducation. On pense que ce sont des photos. Et en fait, avec l'IA, on est plus crédule parce qu'on a moins l'habitude. On va apprendre, mais collectivement, il faut qu'on en parle. Alors, vous avez piloté le sommet de l'IA il y a quelques mois de cela. C'était au début de l'année 2025, qui a été un gros succès, avec 109 milliards d'euros d'investissements privés qui ont été annoncés. C'est peut-être intéressant de faire un point, parce que c'était il y a 9 mois, Anne Bouvreau. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui marche moins bien depuis ces 9 mois ? Alors d'abord, on avait un objectif qui était de recalibrer un peu le narratif. Il faut se rappeler qu'on en était à l'IA, c'est comme le nucléaire, tout le monde va mourir. C'était vraiment le discours qu'il y avait avant. On voulait un narratif beaucoup plus concret et on l'avait appelé le sommet pour l'action sur l'IA pour dire c'est une techno et ce sera ce qu'on en fera. Donc il faut qu'on la comprenne, il faut qu'on voit ce qu'on veut développer, ce qu'on veut pas développer. De ce point de vue-là, je trouve que ça a été plutôt positif et ça a suscité vraiment un élan de je veux comprendre plus, je veux participer, les startups veulent travailler avec les grands groupes. Donc sur le côté élan, moi je suis très contente. Après, on a lancé, enfin il y a eu un certain nombre d'annonces d'investissements au niveau français, au niveau européen. Ça prend du temps, bien sûr, à se concrétiser. Les 109 milliards, c'est beaucoup des centres de données, des promesses pour des centres de données, des data centers. Il y a besoin de trouver les terrains, de s'assurer qu'il y ait du raccordement électrique. On ne va pas créer un data center en quelques mois. On ne va pas l'avoir comme ça en 15 jours ou en quelques mois. Donc, mais tous les projets sont initiés. Il y a beaucoup de projets qui sont initiés à différentes étapes. Ils iront pas nécessairement tous au bout. Et c'est bien, c'est comme dans l'innovation. Il y a plein de petites idées qui deviennent des startups, qui deviennent des choses plus grosses. Mais il y a pas mal de projets qui sont en cours de finalisation. Et là, on m'a aussi beaucoup posé la question. C'est beaucoup de l'investissement étranger, privé en France. C'est très bien. On va pas pouvoir payer pour tous les data centers qui s'installent en France et également notre budget qui est en cours de discussion. Ce qu'il faut, c'est avoir un contrôle de souveraineté sur la manière dont ils sont utilisés. Parce que visiblement, en mai dernier, il y avait 26 milliards d'euros qui avaient été confirmés dans ces à Choose France. Voilà, à Choose France. Et je crois que vous considériez que 90 milliards d'euros étaient déjà sécurisés sur les 109 milliards. Vous êtes en phase avec ces chiffres ? Oui, alors j'ai pas d'update pour vous donner des chiffres plus élevés, mais on est toujours là-dessus, avec des discussions qui avancent bien, des gens qui disent moi j'ai 3 projets, je suis en train de les faire passer dans les différentes étapes, d'autres qui disent moi je suis au début. Il y a des régions qui sont particulièrement en soutien, il y a des choses d'ailleurs autour de Marseille, il y a des choses dans les Hauts-de-France, il y a des choses autour de la région parisienne, donc oui, il y a pas mal d'initiatives. Il faudrait peut-être aussi éviter les petites déceptions qu'on avait eues à l'époque des gigafactories. Je ne sais pas si vous vous souvenez des batteries, où là, il y avait eu des promesses qui avaient été énormes, et on se rend compte que toutes ces promesses ne seront pas tenues. Est-ce que c'est pas aussi dangereux de communiquer comme ça, on va dire, des chiffres bruts,
pour la com, pour le marketing, alors que finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. 109 milliards. Ah, je suis d'accord. Je suis la première à être d'accord avec vous, d'autant plus qu'il y a eu pas mal d'autres annonces au sommet et qui d'ailleurs me tiennent très à Bien cœur. sûr, et qui sont, Mais comme oui, c'était pas des chiffres, c'est peut-être un peu moins c'est passé. ça, c'est ça. On a lancé 2 autres choses qui me tiennent Mais particulièrement on est dans à la cœur, communication des chiffres, quand on voit les États-Unis. surtout à BFM. Ou dans des, oui. Effectivement, Mais les États-Unis sont dans cette guerre des chiffres. c'est des centaines, c'est des milliers de milliards aujourd'hui quand on voit OpenAI, etc. Enfin voilà, c'est... Mais ce qui est plus important, c'est les cas d'usage et les cas d'application. C'est pour ça que cette fondation Current AI qu'on a lancée au sommet pour aider à l'IA d'intérêt général, c'est très important. La coalition pour regarder l'impact environnemental de l'IA, c'est très important aussi. Et là, pour faire le pont avec le sommet indien, donc de Oui, février vous y étiez la prochain, semaine dernière, je crois. j'étais en Inde justement la semaine dernière pour préparer ça avec mes homologues indiens. Eux, ils vont appeler leur sommet un sommet pour l'impact de l'IA et ils veulent encore plus mettre l'accent sur des exemples concrets en disant que l'IA en Inde, mais c'est vrai partout, l'important c'est ce à quoi ça sert. Donc j'ai retenu par exemple 2 exemples qui m'ont vraiment frappé en Inde dans le cadre des déserts médicaux qu'ils ont et d'ailleurs encore plus que nous. Il y a un exemple pour la détection de la tuberculose. Il y a encore de la tuberculose en Inde. Donc en toussant face à un smartphone qui analyse ensuite le son, on peut détecter s'il y a besoin de faire des analyses plus poussées pour détecter de la tuberculose avant que les symptômes soient vraiment là. Et tout le monde a un smartphone. Et tout le monde a un smartphone en fait, absolument en Inde et C'est-à-dire partout. que n'importe qui peut se faire dépister de la tuberculose simplement avec un micro d'un smartphone. Absolument, et avec un professionnel médical bien Bien sûr, sûr, mais bien sûr. qui n'a pas besoin d'être un expert de pneumatologie. Et également, ils ont, ça m'a frappé en Inde, dans pas mal de régions, un ophtalmologue pour 200 000 personnes. Pour 200 000 personnes. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en France, alors Déjà là-bas, il y en a que nous, beaucoup moins. Là. Voilà. Et donc là, ils ont des caméras qui permettent de prendre une photo de la rétine et d'aider notamment, il y a beaucoup de diabète en Inde et quand on est diabétique, on est plus sujet à développer Des maladies des oculaires. maladies et notamment même de devenir aveugle. Donc ça permet de détecter les personnes qui sont le plus à risque de développer ce type de cécité et du coup de les prioriser pour une prise en charge. Ça, je trouve que ce sont des exemples très concrets et très puissants. L'idée, c'est quoi? C'est que vous rapportiez toutes ces idées pour les insuffler, pour les distiller ici en France? Absolument. Et donc la ministre de l'IA et du numérique, Anne Le Henanff, fraîchement nommée, avec qui j'ai parlé de ça, est très intéressée. C'est une députée de la région Bretagne. Elle est très intéressée par des cas particuliers, des exemples concrets et ce qu'on pourrait mettre en place en France. Donc c'est très utile. Après, on fera ce qui est pertinent pour la France, mais c'est bien de regarder des cas d'usage comme ça. Tout à l'heure, je recevrai donc le patron de la start-up H, que vous connaissez Oui. sans doute. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des pépites en France comme Mistral et beaucoup d'autres, Lighton. Enfin, on va pas toutes les citer. Oui, mais Pigment. non, enfin voilà. Malgré tout, quand on voit, je reviens encore à ces milliards qui sont quand même assez effrayants, notamment aux États-Unis avec OpenAI, Google, Microsoft, qui investissent des sommes qui sont totalement stratosphériques. Est-ce que on a encore notre petite chance dans ce tsunami en fait d'investissement qui va toucher la France forcément parce qu'OpenAI est ici. Enfin, voilà, aujourd'hui avec le web et l'internet, il y a plus de frontières. Est-ce que on a une chance de toujours pouvoir exister dans 10 ans? Je pense que si on s'en donne les moyens, oui. Et c'est un sujet Mais c'est intéressant ce que vous dites, économique. c'est que il faut qu'on s'en donne les moyens. Ah oui. Autrement, on va se faire bouffer. Et c'est un sujet qui est économique, bien sûr, mais c'est aussi un sujet qui est culturel et démocratique. Moi, je dis beaucoup, les IA, c'est des concentrés de culture. Donc, si on demande une image d'un dîner de fête, par exemple, à une IA, une IA notamment américaine, ce serait quelque chose de très hollywoodien. En Inde, je disais la semaine dernière, une image d'un mariage, c'est une femme en robe blanche et un homme en costume noir. Et bien, en Inde, les mariages, c'est pas du tout ça. Donc, ce côté culturel, il est très important. Et puis, le côté démocratique, il est très vrai aussi. On le voit pour les IA chinoises. Il y a eu des élections législatives aux Pays-Bas récemment. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers les modèles d'IA pour leur demander des conseils de comment voter.
Et les IA ont tendance à donner des réponses qui vont vers les extrêmes. Donc on a des sujets culturels et démocratiques. C'est vraiment fondamental pour nos sociétés et bien sûr économiques aussi. Je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens. On est collectivement en Europe suffisamment riche pour pouvoir faire ce genre de choses. Et j'attends beaucoup du sommet souveraineté numérique. Vous serez à Berlin la semaine prochaine. À Berlin la semaine prochaine pour faire des annonces dans ce sens. J'espère que la Commission européenne, l'Allemagne, la France feront des annonces dans ce sens. Mais est-ce que l'Europe fonctionne à l'unisson dans le monde de l'IA ? On n'a pas forcément l'impression, alors je ne veux pas encore une fois être négatif, mais je voulais vous entendre là-dessus. On a parfois l'impression qu'on joue tous à domicile de manière un peu égoïste. Il n'y a pas une véritable volonté de dire, écoutez, voilà, le cloud, c'est l'Allemagne, on va tout jouer sur l'Allemagne pour le cloud. Mais l'IA, c'est plutôt la France, parce qu'on a des mathématiciens, etc. On va tout miser sur un pays. Alors, je dis la France, mais ça pourrait être un autre pays. On a l'impression que là, on est en train de démultiplier les projets, mais en les affaiblissant, finalement. Oui, alors je pense, moi j'ai une approche un peu de venture capital pour l'innovation. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs initiatives, mais en sachant à qui on donne de l'argent et pourquoi. Donc c'est pas tout le monde fait tout, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait plus d'initiatives entre quelques pays européens sur des domaines différents. France-Allemagne déjà. Par exemple, France-Allemagne, il faut qu'on fasse des choses, et peut-être c'est avec le Canada, et peut-être c'est avec la Suisse. Le Royaume-Uni ou pas ? Et peut-être avec le Royaume-Uni, ça dépend des domaines. Mmh. Et en même temps, il faut qu'on ait une sorte de préférence européenne. Cette idée d'un Buy European Act qui tourne, je pense qu'il faut qu'on la mette en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'acheter des solutions technologiques aux Américains. Bien sûr, on va continuer. Mais de même que CMA-CGM a fait des partenariats américains, mais ils ont aussi fait un partenariat avec Mistral, ce côté de comment je travaille avec les startups européennes pour les aider et pour m'aider, mais pour nous aider collectivement, sans bien sûr dire que je ne fais rien d'autre. C'est pas l'autarcie, la souveraineté, mais cette préférence européenne, il faut qu'on la mette beaucoup plus en œuvre. Bon sommet la semaine prochaine, Anne. Et merci d'être passé par le plateau de Tech Co ici à Marseille. Vous êtes envoyé spécial du président de la République pour l'IA et coprésident du Conseil de l'IA et du numérique. Vous restez là. Tout de suite, on enchaîne avec le patron de H qui nous rejoint sur ce plateau. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, et pour terminer ce Tech Co, la quotidienne depuis l'Orange Vélodrome ici à Marseille, à l'occasion de l'AIM, ce rendez-vous organisé par La Tribune et BFM Business pour récompenser les startups, on va dire, accompagnées par CMA-CGM. Pour terminer cette émission, j'accueille Gauthier Cloy. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir dans Tech Co parce que vous êtes le PDG de H Company. H Company, qui est une start-up française qui est spécialisée dans le développement d'agents alimentés par l'intelligence artificielle, qui a été lancée fin 2023. Le nom d'H, c'est Holostick AI au départ. Exact. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte qui a connu pas mal de turbulences ces derniers mois, puisque en fait, au cœur de l'été 2024, Carl Schwils, Dan Viestra et Julien Perola, qui étaient les fondateurs, ont décidé de claquer la porte de H. D'ailleurs, on s'était dit que c'était peut-être la fin de cette start-up qui a eu en fait un début un peu comme une fusée. Et puis, d'un coup, on n'a pas compris. Tous les cofondateurs sont partis. Vous êtes arrivé très récemment, hein, donc vous êtes peut-être pas à la genèse de cette boîte-là, mais peut-être que vous pouvez nous raconter cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment H est né ? Et pourquoi il y a eu cette désertion de ses cofondateurs ? Ouais, c'est vrai que dans les premières semaines, il y a eu des changements. Alors le fondateur principal, Laurent Siffre, qui a créé l'IA chez Google, pour qui la plupart des investisseurs a mis de l'argent, notamment Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, est toujours là. Oui. Effectivement, je pense que ça arrive de temps en temps dans les startups que l'équipe du début, il y a des petits remaniements. Dans un stade de foot, le sélectionneur change l'équipe. Je pense c'est le mercato, c'est ça ? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais là, c'est bizarre quand même. C'est quoi ? C'est 75% de l'équipe qui est partie, quoi. Disons que c'est le fondateur principal qui est resté, et puis l'équipe s'est renouvelée. Je pense que c'était une start-up qui s'est lancée très vite dans la vague de l'IA. Tout n'était pas complètement précis. Il y en a qui voulaient partir sur du jeu vidéo, il y en a qui voulaient partir sur de la recherche plus fondamentale. Aujourd'hui,
En tout cas, ça, c'est complètement derrière nous. Laurent, donc, il a passé 10 ans chez Google à construire l'IA de Google. Moi, j'ai passé 10 ans dans une grande entreprise américaine de l'IA pour déployer l'IA dans les entreprises. Pour ne pas la citer. Ça fait des années que vous viviez aux États-Unis d'ailleurs. Petite parenthèse, d'ailleurs, c'est intéressant votre parcours. Vous avez travaillé chez Palantir pendant des années. Et j'imagine que vous avez été sollicité pour revenir en France pour vous occuper d'H. Et vous avez dit, quand on préparait cette interview, vous étiez content de revenir en France pour diriger une boîte française. Ouais, je suis très content d'être rentré en France. J'adorais ma vie aux États-Unis, mais je pense que la culture évoluait aux États-Unis. Moi, j'adore ce pays. Je trouve que vraiment, on a parmi les meilleurs talents au monde. Notamment dans mon domaine, sur l'IA, on a autant de Menai Fields que les Américains. C'est quand même le prix Nobel de mathématiques. On a une population beaucoup plus petite. Et on arrive, et je pense qu'on a, en France particulièrement, on a les moyens d'avoir des leaders mondiaux. Je ne parle pas de leaders européens. On a Mistral qui est leader sur les LLM souverains. On a des entreprises comme QTI qui sont leaders sur la voix. Et H, on est leader technologique au niveau mondial. C'est-à-dire que les Américains et les Chinois sont en dessous de nos modèles sur les agents Computer Use pour les entreprises. Donc vous voilà à la tête de cette société et c'est bien parce que vous allez nous expliquer ce que vous allez faire chez H, parce que c'est un petit peu nébuleux et mystérieux. Il faut savoir que cette boîte a eu un soutien financier très rapide de la part d'Eric Schmidt, Xavier Niel, d'Amazon, Samsung aussi. 220 millions de dollars qui sont arrivés quelques mois après sa création. C'est quoi H aujourd'hui ? Qu'est-ce qui diffère de l'idée de départ en fait ? Je pense que l'idée de départ était assez générale et assez vite, les équipes de recherche de Laurent, on parle de vraiment une des meilleures équipes de recherche au monde. Il y a 35 chercheurs qui viennent de toutes les grandes entreprises américaines et de tous les grands laboratoires français. On développé pendant la première année des modèles de Computer Use. Donc, Computer Use, c'est quoi ? Grosso modo, il y a 3 générations à l'IA. La première génération, c'était les LLM. Questions-réponses, chatbot. Deuxième génération, c'était les agents pour les entreprises qui fonctionnent bien, mais qui sont quand même assez fastidieux à mettre en œuvre et on mesure difficilement le rendement. Il faut connecter techniquement des LLM à des systèmes existants. Nous, on génère une 3e génération d'IA qui sont du Computer Use. Donc en fait, c'est l'IA, l'agent utilise l'ordinateur comme un humain, pas besoin de le connecter, donc ça va très vite, les résultats viennent très rapidement. Et donc ça, c'est la première année de H. Développer les modèles, aujourd'hui, nos modèles sont bien meilleurs que ceux des concurrents américains et beaucoup moins coûteux. Et beaucoup moins, donc du coup, émetteurs de CO2. Et là, on rentre dans la 2e phase qui est, depuis que je suis arrivé, en gros, j'ai créé une équipe de direction pour déployer ces modèles dans les grandes entreprises. Donc on les déploie en France, aux États-Unis et puis dans d'autres pays, notamment les pays du Golfe. Donc il est temps d'attaquer le business maintenant. Exactement. Vous êtes là pour ça. Ouais. C'est pas compliqué le business dans l'IA, parce qu'on a l'impression qu'au-delà de toutes les promesses qu'on dit, on le voit, il y a de plus en plus de boîtes qui disent finalement l'IA, c'est la galère. On nous a dit que ça allait complètement bouleverser notre business model, mais finalement ça nous fait perdre du temps. Il faut tout le temps vérifier. On voit même des sociétés qui avaient viré des gens, qui ont installé des modèles et qui finalement se rendent compte qu'il faut réembaucher des gens parce que ça ne marche pas. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite ? Et est-ce que finalement ce fantasme de l'IA qui est là pour augmenter l'entreprise, etc., est-ce que c'est prêt tout ça finalement ? Je pense que c'est vraiment le début, hein. On est d'accord, c'est une expérimentation, l'IA. Et nous, ce qu'on constate, c'est que effectivement, il y a eu ces 2 premières phases qui ont excité un peu tout le monde, d'avoir des agents qui répondent aux questions en connaissant l'entreprise, d'avoir des agents qui exécutent des tâches, même si c'est un petit peu facile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même, c'est une certaine maturité. Mais c'est vrai que l'IA, pour vendre de l'IA, pour faire du business avec l'IA, il faut 2 choses. Il faut apporter des résultats concrets. Ça ne suffit pas de dire qu'on a la meilleure technologie. Et il faut le faire rapidement. Et je crois que les Américains pour lesquels je travaillais jusqu'à il n'y a pas très longtemps ne sont pas forcément très bons en technologie. Je pense qu'on est très très bons en France notamment. En revanche, ils sont très bons en business. Ils savent ça veut dire que nous, on est moins bons. Oui. Non, mais bon, voilà. Je pense que je pense qu'on a plus de mal avec le fait de vendre, de se mettre en avant. C'est une spécificité française. Oui, sans on doute, invente plein de trucs géniaux, mais on ne sait pas les vendre. Le Minitel, oui, il y a plein de choses. Ouais. Des exemples comme ça, il y en a plein. Ouais. Et je crois qu'il faut. C'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose que nos talents partent aux États-Unis pour apprendre, parce qu'on apprend notamment ce genre de choses. Bien sûr. Après, il faut revenir. Pour revenir, il faut des boîtes d'ambition mondiale pour attirer les meilleurs. Mais ouais, pour vendre, il faut faire comme les Américains. Il faut
évidemment, les relations sont très importantes. Comprendre le business des gens, comprendre ce qu'ils font, parler aux patrons des grandes entreprises, quelles sont les priorités pour l'année prochaine. On n'est pas là pour leur parler de technique. Et puis ensuite, délivrer très rapidement, en quelques semaines, des résultats qui se mesurent. Est-ce que vous avez des exemples de cas que vous êtes en train d'étudier ou que vous avez étudiés ou proposer déjà à des entreprises pour qu'on comprenne un peu ce que vous faites? Ouais, il y a plein d'exemples. De façon générale, ce qu'on constate, c'est que 70% du temps, grosso modo, quel que soit le secteur, 70% du temps des salariés est dédié à cliquer, à aller dans un logiciel, puis un autre, qui ne sont pas designés pour parler entre eux. Et donc, en fait, à la fin de la journée, on n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose, mais on est épuisé. Donc ça, c'est le problème qu'on attaque. Concrètement, on a des cas d'usage, par exemple, sur des commerciaux qui vont passer de 70% de leur temps à faire de l'informatique, en fait, à copier des choses, à chercher des informations, etc., à 5%. Et donc, on voit du 30, du 40, du 50% d'augmentation sur les ventes, parce que juste, en fait, ils ont le temps de passer du temps avec leurs clients. Même que toutes les tâches, j'allais dire ingrates, mais en tous les cas moins valorisantes, sont faites par l'IA, ce qui fait qu'il a le commercial a plus de temps pour faire autre chose et contacter des prospects, des choses comme ça. Exactement. Donc, et vous avez un exemple concret dans un secteur particulier ou pas à nous donner? Alors, on va faire plusieurs annonces dans les prochaines semaines de nos premiers clients. Donc, je ne peux pas vous donner de nom de clients. En revanche, pas un nom, mais peut-être un secteur ou quelque chose. Dans un secteur, on a un leader mondial en France qui a grandi par acquisition. Le PDG me disait j'ai 80 pays. En fait, si je dois faire quelque chose dans les 80 pays, j'ai 80 systèmes informatiques différents. Donc en fait, je ne peux pas vendre. Donc c'est dans le domaine de la publicité. Je ne peux pas vendre aux 80 pays. Il faut que j'aille voir un par un parce que un utilise SAP, l'autre utilise Salesforce, le troisième utilise une solution. Et donc Instagram, Facebook, Google, ils savent le faire. Eux, ils savent vendre dans 80 pays une campagne. Donc nous, en fait, on automatise le fait que par exemple un commercial en France va pouvoir dire à une entreprise automobile, je vous fais une campagne dans 30 pays. Et ça, vous ne vous occupez pas de la compatibilité des systèmes qu'il y a dans différents pays? Non. En fait, à l'ancienne, on aurait fait quoi? On aurait fait venir des hordes de consultants qui auraient uniformisé tout ça pendant des années, ça aurait coûté une fortune. Aujourd'hui, on met des IA qui comprennent, qui n'ont même pas besoin de connaître le logiciel à l'avance, qui se connectent, qui cliquent, qui scrollent, qui apprennent et qui font ce qu'avant les humains faisaient sans que ça les amuse trop. Est-ce que H va avoir des conséquences dans le quotidien des Français? Est-ce qu'on peut imaginer que H... comme aujourd'hui on utilise ChatGPT ou Perplexity, des choses comme ça, on puisse tester ce que vous faites? Oui, alors je pense pas forcément. Il y a deux étapes. La première étape, ce sera un impact indirect, c'est-à-dire que nous, on déploie dans les grandes entreprises, mais on veut aussi déployer, on va déployer bientôt dans une grande organisation à but non lucratif. On veut aussi déployer dans les endroits qui sont importants pour les Français et puis pour le monde, par exemple dans la santé. Une métrique pour nous, c'est quand on déploie par exemple aux urgences, c'est est-ce que le temps d'attente a été divisé par 2. C'est ça qui nous intéresse. Donc je pense que ce sera le premier impact qu'on verra. C'est-à-dire qu'on va profiter de votre technologie sans savoir que vous êtes derrière. Ouais, c'est ça? On essaiera de le faire savoir, vous raconterez ce qu'on fait. Mais bien sûr, avec plaisir. Et c'est pour ça que je vous posais cette question. Ouais, c'est ça, je pense, la première étape. Aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt pour mettre des agents. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des agents, mais on envoie aussi des gens avec les agents, ce qu'on appelle des ingénieurs déployés, qui vont faire en sorte que ça marche bien, la sécurité, la cybersécurité, de faire en sorte que ça marche mieux que les humains. Ensuite, une fois que tout ça marchera très bien, peut-être que dans quelques années, on pourra les mettre dans les mains d'abord des PME, des auto-entrepreneurs et puis des Français. Pas mal. Vivement qu'on puisse tester tout ça. Merci. Dernière petite question. On en parlait tout à l'heure avec Anne Bouvreau. On voit cette avalanche de dizaines, de centaines, de milliers de milliards qui sont annoncés aux États-Unis. Vous avez peur de la bulle de l'IA? Personnellement, non. Je pense que l'IA, c'est évident que ça va définir le monde dans les prochaines années. Donc et cet emballement, avec parfois ces investissements qui sont presque consanguins, Nvidia qui investit dans OpenAI, qui lui-même investit dans Nvidia. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai qu'on se moque un peu de ces schémas. Je pense qu'il y a une grande partie qui va quand même rester. Il y a une partie, comme tout, comme le web, ça va se consolider.
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a besoin de puces, on a besoin de GPU, ça coûte de l'argent. Donc, en fait, nos investisseurs, il y a Amazon, il y a Skyway qui nous fournissent les puces. Donc, c'est pas virtuel, c'est vraiment, on les utilise. On va certainement continuer à avoir besoin de plus en plus de puces. Donc, on veut les avoir en France. Est-ce qu'il y a une bulle peut-être En tout cas, nous, on a suffisamment en réserve pour continuer à se développer et pour pas être sensible aux turbulences du marché. Je pense que c'est plus difficile si vous brûlez des milliards et des milliards par mois. Nous, c'est pas notre cas. Et la deuxième chose, je pense, qui est intéressant d'ailleurs pour les Européens en général, nous, nos modèles, ils coûtent 100 fois moins cher à tourner que si on voulait faire la même chose avec, par exemple, OpenAI. Et 300 fois moins cher parce qu'en fait, il y a la marge qu'on prend pas. Donc en fait, ça, c'est sûr qu'on a moins de moyens en Europe. L'électricité est plus chère, mais ça nous force à faire des modèles qui sont beaucoup moins chers, qui émettent beaucoup moins de CO2. Frugaux. Exactement, plus frugaux. Et les entreprises, à la fin, quand on va faire tourner des millions et des millions d'agents, ça fait une grosse différence à la fin du mois pour la facture. Merci beaucoup Gauthier. Merci Gauthier Cloy, donc PDG de H Compagnie. Ça faisait un moment qu'on voulait découvrir H. Et bien voilà, c'est fait. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était Kelco la quotidienne depuis Marseille, depuis l'Orange Vélodrome est terminé. Un vrai plaisir que de vous retrouver depuis la cité phocéenne. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera là lundi, encore une fois, ici à l'AIM, pour vous faire découvrir, encore une fois, toutes les avancées dans le domaine de l'IA avec des invités prestigieux. Soyez là dès lundi. Très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.